Bonjour tout le monde. Alors, j'avoue que c'est la énième fois que j'essaie d'enregistrer. Il y a des problèmes techniques que je ne maîtrise pas. J'espère que cette fois-ci, j'y arriverai. Bon, donc il s'agit de la première leçon, science ou bien la première vidéo concernant la cinétique chimique. Alors, concernant la cinétique chimique, je vais utiliser directement le document Word pour la présentation. Vous avez, je vais annuler la vidéo, comme ça le document par après n'aura pas, enfin, n'aura une taille plus petite. C'est bien. Donc la cinétique chimique, c'est quoi? Comme il indique ici, c'est la discipline qui étudie l'évolution des systèmes physico-chimiques en fonction du temps. En effet, pour la thermodynamique, eh bien, ça nous donne un certain nombre d'informations concernant les réactions chimiques. Cependant, ces informations ne constituent que la différence entre l'état final et l'état initial. Mais la thermodynamique ne s'intéresse jamais à je dirais, à ce qui se passe entre l'état final et l'état initial, euh, ou bien ce qu'on peut appeler par le chemin suivi. Donc, quel que soit le chemin suivi, on s'intéresse toujours à l'état initial et l'état final. Bon, pour la cinétique chimique, eh bien, il s'agit d'une discipline qui est complémentaire par rapport à la thermodynamique parce que, euh, en effet, pour la cinétique chimique, on s'intéresse plutôt au chemin suivi entre l'état initial, qui sont les réactifs des réactions, et l'état final, qui sont les produits de la réaction. Bon, maintenant, si puisque la cinétique chimique, c'est l'évolution des systèmes chimiques en fonction du temps, eh bien, tout d'abord, comment les réactions évoluent-ils ou bien se comportent vis-à-vis du temps? Alors là, je dirais qu'il y a différentes catégories de réactions dans ce sens, à savoir, vous avez des réactions instantanées telles que les réactions qui s'accompagnent avec une explosion, telles que l'explosion du gaz qui se trouve dans une bonbonne à gaz. Vous avez les réactions rapides, telles que les réactions de neutralisation acide-basique, et vous avez des réactions lentes. Et là, je donne un exemple concret. Par exemple, vous jetez ou bien vous abandonnez un morceau de fer dans la nature, eh bien, ce morceau de fer finira tôt ou tard par développer une couche d'oxyde de fer en surface. Donc, il s'agit bien de l'oxydation de fer qui se fait en surface, mais d'une manière qui est assez lente, bien sûr. Alors, donc, si on veut, finalement, toutes les réactions ne se comportent pas de la même manière. Et on voudrait bien, pour chaque réaction, ou bien si on s'intéresse à une réaction, on voudrait bien savoir, bien connaître son comportement vis-à-vis du temps. En effet, il y a lorsqu'on cherche à élaborer un procédé industriel, il faut tenir compte d'un certain nombre de choses qui influencent la qualité de la conception du procédé industriel. Et parmi ces connaissances ou bien ces facteurs qui interviennent dans la conception de procédés industriels, eh bien, c'est la cinétique d'une réaction, c'est-à-dire comment la réaction ou bien les réactions qui sont mises en jeu dans nos procédés industriels, comment elles se comportent vis-à-vis du temps. Est-ce qu'ils sont instantanés, est-ce qu'ils sont rapides ou bien est-ce qu'ils sont lentes? Donc, une fois qu'on a la réponse, eh bien, l'industriel ou bien l'ingénieur industriel va agir
sur les facteurs adéquats pour contrôler l'évolution de la réaction en fonction du temps, selon les besoins, bien sûr. Alors maintenant, pour étudier la cinétique chimique, eh bien, on introduit une grandeur, je dirais, la grandeur la plus importante en cinétique, eh bien, c'est la vitesse d'une réaction. La vitesse d'une réaction, c'est, vous voulez, comme dans le cas d'une voiture qui se déplace, eh bien, elle se déplace avec une certaine vitesse et la vitesse de déplacement représente la distance parcourue par unité de temps. Donc, en unité de temps, la voiture, par exemple, quelle serait la distance que la voiture pourrait parcourir à telle ou telle vitesse? Et ça, on peut répondre, bien sûr, si on a la vitesse, si on a la distance, on peut calculer le temps. Ou inversement, si on connaît la vitesse et le temps, on peut calculer la distance qu'on peut parcourir, et ainsi de suite. Donc, le temps, la distance et la vitesse sont liés. Et connaissant les deux, on peut connaître la troisième grandeur. Donc, dans le cas d'un déplacement, donc d'une voiture en déplacement, ben, il s'agit, l'action, c'est de parcourir la distance. Dans le cas d'une réaction, on ne parcourt pas la distance, mais on transforme la matière. Nous avons une matière première qu'on doit transformer en substance qu'on cherche à synthétiser. Eh bien, là, je dirais, de la même manière que le déplacement des voitures, on va définir la vitesse d'une réaction, eh bien, c'est la vitesse avec laquelle les réactifs sont consommés ou bien les produits sont synthétisés, sont formés. Donc, si par rapport à un réactif, on va voir la quantité de réactifs consommés par unité de temps. Si on considère un produit, eh bien, on va voir la quantité de matière du produit, ou bien la quantité de produits synthétisés par unité de temps, formés par unité de temps. Voilà. Alors, avant de définir la vitesse d'une réaction, on va introduire une autre grandeur, si vous voulez, qui est dans l'exemple ici de la synthèse de l'ammoniac. Elle est là, elle est représentée par cette lettre grecque K, et qui représente tout simplement l'avancement de la réaction. Cet avancement, eh bien, ça dépend des coefficients stoichiométriques. Nous avons pour N2, par exemple, une certaine quantité N0, N2, et à un instant quelconque, s'il vous plaît, s'il faut corriger, un instant quelconque, bien vous avez, on va corriger ici, alors ça c'est pas T0, mais c'est T différent de 0. Voilà. Donc, il faut corriger, c'est T et non pas T0. Alors, un instant quelconque T, ça va être, bien sûr, la quantité qu'on avait à l'état initialement, moins la quantité qui a été consommée et qui ici correspond à un nombre de moles. Donc, le nombre de moles initial moins le nombre de moles qui a été consommé. Alors ici, moins 3, tout simplement parce que dans l'équation stoichiométrique, vous avez voilà. Dans l'équation stoichiométrique, vous avez ici C3. Ici, sous-entendu, il y a 1 et ici, il y a 2. Vous avez donc, pour la quantité d'hydrogène, c'est la quantité initiale ou bien le nombre de moles d'hydrogène initial, moins 3 fois K, tout simplement parce que vous avez une coefficient stoichiométrique égale à 3. Pour l'ammoniac, bien, à l'état initial, nous avons N0 NH3 et
à un instant quelconque, c'est la quantité initiale plus ce qui a été produit par la réaction. Et donc, puisque nous avons 2, eh bien, on a 2 ici. D'accord? Et donc, 2 plus qui. Voilà. Alors, qui, c'est tout simplement par rapport à une équation de réaction quelconque, petit a, petit b, petit c, plutôt, pardon, petit a grand A plus petit b grand B, ainsi de suite. Et ça donne les produits petit c grand C plus petit d grand D. Eh bien, CI représente une espèce quelconque, A, B qui sont les réactifs, ou bien C et D qui sont les produits. Eh bien, à un instant donné quelconque, nous avons le nombre de moles est égal à ceci. Alors, NI est égal à NE0. Le nombre de moles instantané est égal, voilà, le nombre de moles instantané est égal à celui initial, moins, plutôt plus, NUI fois qui est l'avancement de la réaction. Alors, NUI, c'est quoi? Eh bien, comme tout à l'heure, nous avons, pour l'hydrogène, l'azote et l'ammoniac, ben, nous avons des coefficients stoichiométriques. Eh bien, ici, ça représente tout simplement le coefficient stoichiométrique de l'espèce considérée. Avec qui? Vous allez vous demander, eh bien, pour la réaction de synthèse de l'ammoniac, nous avions moins pour les réactifs et plus pour les produits. Eh bien, effectivement, dans cette relation, il faut prendre le coefficient stoichiométrique avec un signe moins pour les réactifs et avec un signe plus pour les produits. Alors donc, voilà, je lis avec vous. Le K, c'est le degré d'avancement de la réaction, avec NI0 et NI sont respectivement les nombres de moles de l'espèce I à l'instant initial, T0, et à un instant T quelconque. Nu, c'est le coefficient stoichiométrique de l'espèce I, nu I négatif pour les réactifs, donc s'il vous plaît, nu I ici, eh bien, elle est négative pour les réactifs. Voilà. Et elle est positive pour les produits. Négatif pour les... Voilà. Donc, le signe négatif pour les réactifs et le signe positif pour les produits. C'est bien. Maintenant qu'on a défini, qu'on vient de définir je dirais, l'avancement de la réaction en utilisant le nombre de moles instantané fonction du nombre de moles initial, eh bien, la vitesse de la réaction serait donc d de K sur d de T. Voilà. Vous avez cette relation. Nous avons, supposons que pour une réaction, on arrive à calculer, à déterminer l'avancement de la réaction à différents instants. Eh bien, il suffit de considérer la dérivée en un instant pour déterminer la vitesse de la réaction à cet instant. C'est bien. Maintenant, si on revient à l'équation de tout à l'heure, vous avez ici NI est égal à NE0 plus NUI K. Eh bien, si je considère D de NI, voilà, D de NI sur D de T sera égal à D de NI0, c'est une constante, donc est égal à 0, plus NUI D de K sur D de T. Vous voyez? Ou bien
D de K implique D de K sur D de T qui est égal à 1 sur nu I D de NI sur D de T. Et ceci, bien sûr, est égal tout simplement à la vitesse de la réaction. Et voilà, on aura donc cette voilà, D de NE est égal à sur D de T, c'est nu et D de Q sur D de T. Et par conséquent, on a cette relation qui en découle. C'est la, je dirais, l'expression de la vitesse, cette fois-ci, en fonction de la variation du nombre de moles par rapport au temps et non pas par rapport à l'avancement d'une réaction. Ceci, bien sûr, il y a l'indice I qui indique une substance en particulier, bien précise, telle que, par exemple, pour la réaction générale suivante, ça peut être le réactif A ou bien le réactif B, et pourquoi pas le produit C ou bien le produit D. Et finalement, en utilisant cette relation, eh bien, on aura la vitesse de la réaction qui est égale à, pour le réactif A, puisque c'est un réactif, alors un signe moins, voilà, un signe moins. Pour l'autre réactif, c'est un signe moins aussi. Et pour les produits, eh bien, il y a des signes sous-entendus, il y a des signes plus. D'accord? Alors, une fois qu'on a utilisé le moins pour les réactifs et plus pour les produits, dans le cas du premier réactif, c'est 1 sur petit a qu'on a ici. Elle est là. D de NA sur D de T, moins 1 sur B, D de NB sur D de T, 1 sur C, D de NC sur D de T, et 1 sur D, D de ND sur D de T. D'accord? Donc, vous voyez que je peux exprimer la vitesse de la réaction par rapport à la variation du nombre de moles de chacune des espèces, que ce soit un réactif ou bien un produit, c'est pas grave. C'est bien. Alors, continuons. Cette vitesse telle qu'elle est définie ici, eh bien, normalement, elle est définie par rapport au nombre de moles. Si, par exemple, on a un système, deux systèmes qui sont tout à fait équivalents, eh bien, on aura la variation du nombre de moles dans le premier système, la variation du nombre de moles dans le deuxième système, pour la même espèce. Donc, soi-disant, on a un système S qui est égal à S1 plus S2. Eh bien, S1 plus S2, mais les deux systèmes sont équivalents. Eh bien, ici, on aura D de NA, par exemple, sur D de T, mais par rapport au système 1. Et de ce côté-là, on aura D de NA par rapport au temps, mais encore une fois, par rapport au système 2. Eh bien, pour le nombre de moles, si je considère le système S ici, eh bien, le nombre de moles, N, sera égal à N1 plus N2. Et si je veux exprimer la vitesse, et lorsque je dis N1 de A,
c'est par rapport au réactif A, bien sûr, Na et N2 de A. Alors maintenant, si je veux exprimer D de Na dans la totalité du système, eh bien D de Na sur D de T sera égal à D de N1 de A sur D de T et plus D de N 2 de A sur D de T. Ça veut dire que ceci, bien sûr, c'est la vitesse totale du système. Donc ici, c'est la vitesse dans le système. Ici, c'est la vitesse dans le système S1. Et ici, c'est la vitesse V2, c'est-à-dire dans le système 2. Eh bien, on voit que la vitesse totale dans S est égale à la vitesse dans le système 1 plus la vitesse dans le système 2. Autrement dit, cette grandeur qui est la vitesse telle qu'il est définie ici, c'est une grandeur totale, extensive, il dépend de la quantité de matière tout simplement. Voilà. Je vais effacer. Et on cherche à déterminer la vitesse ou bien une vitesse qui serait spécifique. Ben, la façon de faire, c'est de diviser la vitesse totale par rapport au volume. Eh bien, la vitesse par rapport, ceci, s'il vous plaît, il faut le corriger, celui-là, cette partie-là. Eh bien, il ne s'agit pas de V est égal à V sur grand V, mais enfin, c'est juste, mais il faut écrire la vitesse spécifique est égale à la vitesse totale sur le volume. V, grand V, c'est le volume. D'accord? Donc, il faut corriger ici, ici. Et c'est bien sûr, ben, c'est l'équation qu'on a là. Enfin, petite faute qui n'a pas d'importance, mais il faut quand même corriger. Alors donc, la vitesse telle qu'on l'a définie tout à l'heure, on va la diviser par le volume pour avoir ce qu'on appelle la vitesse spécifique. Et ça donne quoi? La vitesse de tout à l'heure, c'était, ou bien V total, est égal à 1 sur nu I. Donc, c'est toujours par rapport à une substance, D de N I sur D de T. Ce qu'on va faire, eh bien, c'est de diviser le tout par le volume. Alors donc, le volume, par exemple, ici, eh bien, je vais mettre 1 sur V en divisant par le volume, c'est de multiplier par 1 sur V, est égal à la vitesse totale sur le volume, et ceci, bien sûr, est égal à la vitesse spécifique. Voilà. Maintenant qu'on a cette relation, supposons que le volume est constant. Donc, le volume, là, est constant.
Je vais l'entourer par une autre couleur. Si le volume est constant, eh bien, on peut écrire, donc c'est V, le volume, est égal à une constante. Eh bien, la vitesse spécifique sera égale à 1 sur i. Et le volume, je vais le mettre à l'intérieur de l'intégrale, plutôt de la dérivée. Et on aura donc d de ni sur le volume, le tout par rapport au temps. Bien sûr, cette expression, bien ce rapport, ça vous rappelle l'expression de la concentration. Et donc, finalement, V est égal à, et attention, ça c'est vitesse spécifique, est égal à sur I, d de ni sur d de t. N'importe quelle espèce qui intervient dans la réaction, que ce soit réactif ou bien produit, eh bien, on peut utiliser cette relation à condition que le volume soit constant. Et là, on définit donc la vitesse spécifique de la réaction qui se forme de... enfin, la vitesse, c'est par rapport à la dérivée de la concentration et non pas la dérivée du nombre de moles telle que l'expression de la vitesse totale. Donc, vitesse totale, c'est par rapport au nombre de moles et vitesse spécifique, c'est par rapport à la concentration de l'espèce considérée. Bien sûr, vous imaginez bien, si on a les systèmes de tout à l'heure, S1 et S2 qui sont tout à fait équivalents, eh bien, si je mélange pardon, si je mélange les deux systèmes, on aura le système global qui sera avec la même concentration, puisqu'on a mélangé les deux, ça serait la même concentration, mais le nombre de moles, ça serait la somme de nombre de moles. C'est ça la raison pour laquelle le nombre de moles, c'est une grandeur extensive, alors que la concentration ne l'est pas, et donc c'est une grandeur intensive, et ça permet de faire mieux la comparaison entre les systèmes. Si on a à comparer entre différents systèmes, eh bien, il vaut mieux utiliser une grandeur intensive qu'utiliser une grandeur extensive. Alors, j'efface. Je crois que je vais m'arrêter ici pour cette première vidéo et on va voir ce que ça va donner. Alors, arrête.